Merci encore pour cette introduction. C'est très flatteur. Je ne savais pas qu'on avait autant inspiré notre jeunesse. Je suis ravi, ça fait partie de tout ce qui nous motive et ce qui nous fait avancer tous les jours. Elie Kamge, Elie Kamge, dans une autre vie, je suis chirurgien dentiste, nul n'est parfait, chacun a ses défauts. Je passe mon temps à redonner le sourire à mes patients et depuis 18 ans, on s'est lancé dans une passion folle qui est de structurer et d'animer cette diaspora. De cette passion est né le Club Efficience et le Club Efficience a mis en place un certain nombre de projets pour structurer, organiser et créer des rôles modèles, parmi lesquels le Gotanois dont parlait notre jeune sœur, et pas que. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu ou entendent ces derniers jours parler de EFI Market. E2FI-6 market.com. Allez-y, hein, vous pouvez le taper. Alors, nous sommes arrivés, vous savez, Efficience, c'est un laboratoire qui travaille sur les problématiques qu'on rencontre au sein des diasporas et essaie de produire des solutions et déployer ces solutions pour que ça impacte et que ça change au niveau des diasporas. EFI Market, pourquoi? Parce que nous avons organisé un forum autour des gastronomies fines africaines et on s'est rendu compte de l'importance et de la qualité des produits de nos frères, de nos sœurs, et on s'est rendu compte que toutes ces personnes souffraient avec 3 difficultés. J'ai créé un beau produit, j'ai levé la love money auprès de moi pour développer le projet. Maintenant, comment je fais pour grandir et intégrer les circuits de distribution? Premier problème. Deuxième problème, j'ai une marque. J'ai une marque, nous avons créé une marque qui est EFI Market. Comment faire de EFI Market Amazon de la diaspora, Amazon de l'Afrique? C'est ça notre ambition. Comment on développe? Troisième point, nous avons une plateforme, une marketplace qui est EFI Market. Comment faire en sorte qu'il y ait 1 million, 2 millions de trafic de personnes de la diaspora qui viennent sur cette plateforme? Voilà les 3 problématiques que les entrepreneurs des diasporas trouvent tous les jours sur leur chemin. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, Efficience doit se pencher dessus, travailler et apporter des solutions aux diasporas. Et de cette réflexion est né EFI Market. EFI Market qui est et qui, pour nous, ambitionne de devenir l'Amazon de la diaspora dans un premier temps, c'est-à-dire toute personne de la diaspora peut vendre sur cette plateforme, pas que de la diaspora, c'est-à-dire toute personne qui vend un produit qui a une cible diaspora, c'est beaucoup plus facile de venir sur Efficience chercher un produit afro-caribéen, que d'aller sur Amazon chercher. Donc nous, c'est de vous proposer quelque chose de qualité et beaucoup plus ciblé afro. Et aussi, pas seulement les produits. Nous avons des compétences, nous avons des associations. Et très souvent, nous cherchons où est-ce qu'on peut trouver une compétence, un consultant, un restaurant afro. Voilà, nous avons décidé de grouper ces prestataires sur la plateforme. Vous allez me dire, ça va vous coûter peut-être cher. Non. Efficience prend énormément sur lui. Tous ceux qui vendront un produit sur cette plateforme, nous prélèverons juste 1% sur la vente. L'inscription sur la plateforme est gratuite. Vous ne payez rien pour exister sur cette plateforme. Très important. Vous ne payez rien, c'est gratuit. Et même, on va plus loin, nous avons mis en place des équipes techniques parce que notre communauté n'est pas tellement digitalisée, malheureusement. Et nous avons mis en place des équipes techniques pour vous accompagner jusqu'à l'événement du lancement qui est le 25 octobre. Le 25 octobre, retenez-le, il faut vraiment qu'on soit nombreux. Ça sera à Poulma-Montparnasse. Nous avons pris un grand espace de 1500 mètres carrés et on attend près de 2000 personnes ce jour-là. Parce que si vous voulez, si on veut vivre de nos produits, il faut qu'on puisse faire une communication énorme. Et on remercie Iles Sopi pour l'accompagnement qu'il fait pour que cette plateforme et la présidente
tous ceux qui nous donneront de la tribune, tous ceux qui en parleront, chacun de vous peut relayer à 10 personnes. Si vous relayez la plateforme à 10 personnes, si nous sommes des millions à aller sur cette plateforme, ça fera vivre notre communauté. Il faut vraiment que vous compreniez que nous sommes dans un monde et il faut qu'on structure notre marché. Il y a 18 ans, quand nous avons commencé Efficient, nous sommes allés aux États-Unis pour voir comment le peuple noir a fait pour passer en 50 ans de l'esclavage au pouvoir. Nous avons compris les mécanismes. Ce peuple ségrégué s'est organisé, a développé sa culture, a développé son économie, a développé sa télévision, a développé ses médias. Et avec l'effet nombre, c'est comme ça qu'ils ont fait pour pouvoir exister et vivre. Et aujourd'hui, ils n'ont besoin de personne. Il faut absolument que les diasporas en Europe comprennent ça. Si nous ne nous organisons pas, ce n'est pas les autres qui viendront le faire à notre place. Et il que j'aurais pu rester dans mon cabinet, continuer à soigner mes patients, je vivrais aisément de mon métier. Ce n'est pas là le problème. Mais comme je dis très souvent à mes équipes, si je dois être heureux tout seul, ça servirait à quoi? Si nous sommes ensemble à travailler pour changer le sort des diasporas dans les pays d'accueil, je pense qu'on impactera énormément. Et aujourd'hui, on a une double responsabilité, non seulement exister dans ces pays d'accueil, mais aussi aider le continent qui se tourne vers nous, qui nous regarde. Mais nous ne pouvons pas aider le continent si on n'est pas déjà fort là où on est, si on n'est pas déjà expert là où on est. Chacun de nous, dans son domaine, doit chercher à être le meilleur. Ceci nous permettrait d'être mieux valorisés. Nous sommes les ambassadeurs du continent. Partout où nous sommes, notre réussite sera une lumière sur le continent. Si nous ne réussissons pas, ça va assombrir encore plus le continent. Et cette réussite nous permettra aisément de pouvoir soit faire un transfert, des transferts de compétences, des transferts technologiques, ou les transferts d'argent, ou faire bénéficier nos réseaux pour faire en sorte que des investisseurs aillent en Afrique. On ne demande pas à tout le monde de rentrer. Tout le monde ne rentrera pas. Mais j'estime qu'aujourd'hui, en tant que professionnel de santé, j'ai peut-être pas eu la chance de soigner en Afrique, mais ce que je fais à côté, par rapport à l'efficience, apporte énormément de la lumière sur le continent africain. Donc je pense que chacun de nous, là où il est, ceux qui peuvent rentrer, on les accompagne. Ceux qui ne peuvent pas rentrer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que l'Afrique brille encore plus? C'est vraiment important qu'on puisse comprendre ça et les enjeux de là où nous sommes aujourd'hui. La diaspora, nous avons à peu près 3 générations de diaspora. Les premières générations, c'est ceux qui sont nés en Afrique comme moi, qui ont eu la chance d'être nés en Afrique, qui sont ici aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en Europe, nous sommes à la 2e et 3e génération. Cette 2e et 3e génération n'a pas la même vision que la première génération. Les parents qui sont arrivés se sont saignés pour payer les meilleures études à leurs parents, à leurs enfants. Ces enfants aujourd'hui arrivent sur le marché de l'emploi, sont mieux formés que leurs parents et ont un niveau de vie, très souvent des cadres, un niveau de vie supérieur à celui de leurs parents qui étaient des ouvriers. Ces enfants, malgré cette réussite, ont aussi un avantage, c'est qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi et les parents se sont saignés pour avoir ne serait-ce que la maison familiale, qui est un patrimoine qui sera transmissible. Les parents, quand ils arrivaient, n'avaient pas ça. Il n'y avait personne devant eux. Cette 2e, 3e génération, vous avez énormément d'atouts. Vous avez une double culture. La culture des pays d'accueil et la culture du pays d'origine. Et nous travaillons aujourd'hui en accompagnant nos États en disant, cette diaspora, il faut changer les éléments de langage qu'on utilisait pour parler à la première génération. Tous nos États disent, il faut que vous rentrez, il faut rentrer et développer le pays. Mais la 2e, 3e génération, vous ne pouvez pas leur parler comme ça, ils comprendront, ils sont aussi légitimes ici qu'en Afrique. Donc ce qu'on peut leur demander, c'est de dire quelle relation on peut tisser avec vous pour que vous apportez votre savoir-faire et peut-être votre dynamisme économique pour le développement du continent. Et pour voir cela, les études que nous avons faites, on se rend compte que les 2e et 3e générations sont restées rattachées au continent, contrairement à ce qu'on pense, mais
n'ont pas la même vision que leurs parents du continent. Les premières générations ont une vision orientée pays d'origine, région d'origine et même village d'origine. Mais les deuxième et troisième générations, ils ont une vision plus panafricaniste. Ils sont capables d'aller travailler n'importe où en Afrique et dans n'importe quel pays. Mais ils ne veulent pas faire non plus de l'humanitaire. Ils cherchent vraiment un intérêt. Ils veulent investir ou travailler, mais il faut que ça leur rapporte. Alors que nous, première génération, on a un peu ce devoir de dire, ben, l'Afrique, on doit quelque chose à notre Afrique. On doit donner quelque chose. Ce qui fait qu'on monte des projets dans nos villages, et quelquefois, gentiment, la famille nous escroque gentiment, et on considère ça comme un impôt social. C'est-à-dire on paye le fait qu'eux ils sont restés et nous on est partis. Et ils nous le disent très souvent, ils nous le disent en disant, mais là où vous êtes là, vous avancez parce que nous on prie ici pour que vous avancez. Non mais je vous assure, c'est vraiment ça. Donc pour eux, nous on prie, vous avancez, donc on se doit, vous devez nous donner quelque chose en compensation. Toi tu as eu la chance, tu as été béni, tu as réussi, tu es parti, donc tu te dois de nous le donner. Mais les deuxième, troisième génération, ils ne voient pas la chose pareille. Et autre chose, je voudrais insister sur la deuxième et troisième génération. Nos États, si nous ne travaillons pas pour maintenir le lien entre l'Afrique et ses diasporas, ça va se perdre. Parce que aujourd'hui, les deuxièmes générations disent « nos parents sont en Europe ». D'ici quelques années, ils vont dire « nos parents et nos grands-parents sont en Europe ». Donc petit à petit, ils vont commencer à couper le lien, perdre le lien avec le continent. Donc si on ne trouve pas un autre mécanisme que le lien filial pour les lier avec le continent, ça se perdra. Quand vous voyez les Bretons, toute la côte ouest de l'Europe, ils sont allés après la Deuxième Guerre, ils étaient en recherche économique, ils sont allés en Amérique du Nord. Dans la première génération, ils disent, mes cousins sont en Europe, deuxième génération, on a des arrière-cousins, et après c'est perdu, ils sont devenus des Américains. Donc si nos États, franchement, là-dessus, il faut qu'on y réfléchisse, qu'on mette en place des équipes pour réfléchir, voir comment maintenir le lien entre toutes nos diasporas et notre continent. Si on ne le fait pas, on va le perdre. Et ce serait dommage pour tout le monde. Tout à l'heure, on parlait, et Sylvain fait un travail incroyable pour la culture. Quelque chose que nous pouvons apporter, c'est très important, ça tient sur la diaspora, la transmission et le partage de culture. Chacun dans son petit cercle professionnel. Tout à l'heure, Sa Majesté disait, il parle sa langue au travail. C'est de la transmission. Tu valorises ta culture. Tu ne prends pas ta culture comme une honte. Et du coup, les autres te voient fier de ta culture et ça représente une force. Ça, c'est très important, le partage. L'Afrique de l'Ouest réussit très bien. Nous, en Afrique centrale, nous sommes les meilleurs derniers. L'Afrique de l'Ouest, tous les enfants parlent la langue d'origine des parents. Et ils parlent très bien. En Afrique centrale, il y a un peu le Congo, le RDC qui parle. Mais vraiment, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et quelques autres pays, le Tchad, Centrafrique, on le fait très mal. On a vraiment loupé quelque chose là-dessus. Très important, la transmission. C'est par la transmission de la culture, la tradition, l'habillement, les habitudes alimentaires qu'on relie les enfants au continent. Très important. Deuxièmement, valoriser l'Afrique. Nous, on a l'habitude à dire à efficience, on sait bien que tout le monde ne rentrera pas. Mais si vous ne voulez pas bien parler de l'Afrique, ne dites pas du mal de l'Afrique. Laissez l'Afrique se développer tranquillement, faites son petit chemin. Mais ne venez pas encore enfoncer l'Afrique. On a déjà assez de problèmes comme ça. Vous n'allez pas venir encore dire que oui, l'Afrique est mauvaise, oui, on sait que c'est mauvais. Mais bon, on travaille pour que ça s'améliore. Si vous ne voulez pas travailler, on comprendra aussi. Mais laissez-nous avancer. Ne venez pas nous enfoncer. Voilà. Troisième problème, quand on a fait la promotion, et je vous ai parlé du maintien du lien, c'est quelque chose de capital. C'est capital. Et les États doivent se projeter pour réfléchir comment faire pour ce maintien de lien. Ensuite, maintenant, sur le plan économique. Le plan économique, nous devons apporter, comme on a dit, les transferts de compétences. Si on est ici, on gagne en certaines compétences.
Cette expertise-là, nous avons besoin pour le développement de nos pays, que ce soit en termes de ressources humaines, techniques et technologiques. Et je le dis bien, sur le plan technologique, la double culture que nous avons nous permet de voir comment on peut adapter certaines technologies à chez nous. Ceux qui ne sont pas sortis du continent n'ont pas cette vision, ils ne font pas exprès, ou très peu long. Mais nous qui avons voyagé, plus tu voyages, tu dis, mais tiens, vois comment ils font telle chose, ça peut être adapté chez nous. Et ça, c'est ce qu'on attend de la diaspora, tous ceux qui ont voyagé. Et aussi, tous nos jeunes là qui adorent la tech. Qu'est-ce qui nous coûte de créer une bibliothèque de solutions technologiques adaptées à nos réalités? Deux fois, on est là, on s'évertue à développer une solution technologique, alors que ça existe déjà dans d'autres pays. Quand vous voyez sur le domaine agricole, c'est un appareillages qui existe en Chine, mais ils ont déjà adapté beaucoup de choses que nous pouvons utiliser chez nous. Donc, au lieu de se mettre encore à rechercher, développer quelque chose qui existe déjà, créons, et là, vraiment, vous pouvez travailler dessus. Il suffit de créer une bibliothèque. Vous cherchez des brevets qui sont tombés dans le domaine public. C'est ouvert à tout le monde. Vous créez la bibliothèque et vous mettez tous ces brevets. Mais les jeunes restés sur le continent viendront et prendront et développeront et avanceront. Donc très important, c'est transfert de compétences sur le continent. Ensuite, on a parlé aussi de la cartographie. On a beaucoup de demandes de nos États qui demandent des experts dans des domaines pointus. Si par exemple on vous demande quelqu'un dans le nucléaire, on veut un spécialiste dans le nucléaire. Il y en a très peu dans la diaspora. Donc quand ils sont compétents, au lieu qu'on aille chercher une autre nationalité non africaine qui a ses compétences, si on peut connaître quelqu'un de la diaspora qui peut faire cela, ce serait très bien. Donc ça c'est aussi quelque chose, nos organisations, les associations, nous pouvons nous organiser et faire une cartographie. Et tous les jeunes qui sont dans la tech, ça c'est facile. C'est-à-dire un LinkedIn, des compétences qui sortent du commun. Et du coup, les États, quand les États ont besoin de ces compétences, ils s'adressent à nos organisations, nos associations. On dit, mais tiens, on connaît tel qui est dans le nucléaire, tel dans tel domaine. Et voilà. Et ce sont eux qui peuvent aller chez nous, faire des missions, apporter leurs compétences, faire du consulting et faire en sorte que nous pouvons gagner en expertise. Ensuite, sur le thème financier, vous savez que nous brillons surtout par les transferts d'argent. 100 milliards qu'on transfère sur le continent chaque année. Mais ces 100 milliards, quand on regarde comme ça, c'est un chiffre biaisé. Et il faut vraiment qu'on soit conscient de ça en fait. C'est pour ça que je prends un peu, désolé Président, je prends un peu le temps pour vous dire cela. Quand on dit qu'on transfère 100 milliards, quand vous voyez, on se dit c'est beaucoup, 100 milliards de dollars par an sur le continent. Ça fait beaucoup. Mais sachez qu'il y a 3 pays qui captent 60% de ces 100 milliards. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, sur les 100 milliards qu'on envoie, 60 milliards va dans 3 pays. L'Égypte en tête, le Nigeria et le Maroc. C'est les 3 pays qui captent la majeure partie. Donc tout le reste des 51 États se partagent les 40% qui restent. Mais ça, c'est ce qui est formel. L'informel, on n'arrive pas à le comptabiliser. Et c'est là où nous disons à nos gouvernants, est-ce qu'aujourd'hui, on le sait bien, tous ces pays ont besoin de ces transferts d'argent de la diaspora pour venir augmenter le PIB. Est-ce que vous ne pouvez pas faire en sorte de lever les freins réglementaires, que ce soit au niveau de la BEAC et de l'UMOA, pour que qu'on ait un fonds d'investissement diaspora qui soit créé sur le continent et que cet argent capté vienne aider le développement des PME. Parce que nous avons travaillé, Efficience a travaillé sur la création d'un fonds d'investissement ici. Au niveau réglementaire, c'est trop compliqué, c'est normal, ils ont balisé leur truc, c'est normal. Nous, on a tout intérêt que au moins 10% de ces 100 milliards aillent dans le développement, dans le soutien des PME. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la BEAC, la COBAC et de l'UMOA, on ne dit pas, ben, les chefs d'État, ils disent, ben, levons les frais réglementaires,
créons un fonds d'investissement diaspora et cet argent va venir. Nous, on travaille en partenariat avec toutes les associations. Les associations mobilisent les diasporas en disant, ben voilà, on a un fonds diaspora. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'investissement. Mais l'avantage de cet investissement, c'est qu'on peut mettre en place un mécanisme de financement qui ne se fait pas sentir. Si on est 1 million à mettre chacun 100 €, vous ne le sentez pas. Mais ça fait 100 millions d'euros. Vous voyez? Donc, on peut le faire à une grande échelle et même on le sent. Et même si cet argent est perdu, ça ne nous empêche pas de vivre. On n'aura perdu que 100 €. L'avantage, c'est qu'on a mutualisé le risque au niveau du nombre de personnes et on mutualise les risques au niveau des secteurs d'investissement puisqu'on investit sur des secteurs géographiques différents. Mais ça, c'est à nous de structurer. Ce n'est pas les autres qui vont venir structurer et nous dire comment ça va marcher. Je veux dire, à un moment, il faut quand même qu'on se réveille. Soit on fonctionne ensemble et on grandit, soit on va mourir tous et idiots, franchement. Parce que je ne comprends pas comment on est dans un modèle, on sait comment ça marche, on est allé à l'école, on est des diplômés, vous regardez, on a des intellectuels là, mais on a des mécanismes et on n'arrive pas à les lever. Je ne comprends pas. Donc je pense qu'on a quelque chose à faire et tous ceux qui nous parlent de banque de diaspora, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place une banque qu'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, vous avez une équipe de 5 personnes, ils peuvent gérer un fonds d'1 milliard. Mais vous avez une banque, mais vous aurez beaucoup de salariés, vous aurez des bâtiments à gérer et c'est beaucoup plus compliqué. Donc s'il vous plaît, ne parlez plus de banque, parlons d'un fonds diaspora. Et ça peut être fait. Et quand je reviens toujours dans le domaine financier, ici, on a chacun de nos frères, de nos sœurs, on connaît bien autour de nous, des gens qui ont des projets, qui veulent 1 000 € pour créer, pour ouvrir une boutique, 5 000 €. Depuis qu'on est là, chaque fois on pense à aller faire un prêt, demander l'argent aux autres. Mais pourquoi les autres auront intérêt à vous donner l'argent? Vous ne comprenez pas qu'il faut que vous structurez votre propre économie? Mais on est combien dans la salle? Si on met chacun 500 €, on lève facilement 50 000 €. Avec les 50 000 €, on dit, ben voilà, une sœur qui veut 1 000 €, voilà, un autre qui veut 2 000. Mais c'est comme ça qu'on développe, qu'on structure son économie. C'est comme ça qu'on structure sa communauté et on monte en niveau. Mais si vous ne le faites pas, les autres ne viendront pas le faire. Vous resterez là à consommer le produit des autres. Et voilà, donc ne vous plaignez pas après. Tous ces mécanismes existent. On a toujours peur de faire confiance à l'autre. Ouais, mais pourquoi je vais aller chez Efficience et l'ICAMGE va me tromper? Mais oui, mais tu es resté seul. Tu as avancé? Non, tu n'as pas avancé. Donc mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Voilà, c'est tout ça pour vous dire. Là, on a créé EFI-Market. EFI-Market, c'est pour nous permettre tous de monter en puissance. C'est-à-dire monter dans la gamme de nos produits. Après, il ne faut pas dire que, oui, mais on a tel comme ça, ils achètent, on nous vend que des produits qui ne sont pas bons. Si on met en place un projet comme ça, c'est pour écrémer les meilleurs. C'est pour permettre justement qu'on lève en niveau en exigence client. Qu'on ait un suivi avec des retours clients. Mais en même temps, quand on crée ça, il ne faut pas dire, mais non, je ne veux pas aller sur EFI-Market, c'est la communauté. Mais justement, c'est là où il faut aller pour permettre qu'on développe et qu'on soit fort. Demain, nos enfants qui sortent des grandes écoles, il faut qu'on les embauche. Il faut qu'on les embauche, ils ne vont pas aller demander le travail ailleurs. Donc voilà, désolé, c'est quelque chose qui me passionne et depuis des années je porte ça et je ne comprends pas comment on n'arrive pas à comprendre. Il ne faut pas sortir de HEC pour comprendre ça. C'est du B à bas de la structuration de l'économie d'une communauté et ce n'est que comme ça qu'on va ensemble élever le niveau, grandir et sortir de là. Sinon, les générations d'après, on sera toujours là à pleurnicher et ça n'empêchera pas que le sort des autres avance. Voilà, merci. Donc, comme on dit,